16 milliards de francs CFA, c'est le montant que la République populaire de Chine vient de mettre à la disposition de notre pays. Ce montant doit servir à réaliser des projets prioritaires afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Et ce n'est pas tout, puisque ce partenaire entend investir dans le domaine de l'école très prochainement. Page culturelle de ce journal, nous irons à la rencontre d'un ancien propriétaire de la mythique formation musicale, le Super Biton de Ségou. Il s'agit de Modjara Di Bebel. Malgré le poids de l'âge, l'artiste reste accroché à son instrument favori, le clavier, un portrait à retrouver en fin d'édition. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. De fortes pluies se sont abattues sur le district de Bamako ce matin. Des dégâts matériels très importants sont enregistrés au commissariat du 13e arrondissement de Yirimadiou. Les habitants des quartiers sillonnés par notre équipe de reportage, ces inondations sont dues à la construction anarchique des habitations et au manque de curage des caniveaux Moussafane. De 8h30 que la pluie a commencé à arroser les quartiers de la capitale. Une pluie suffisamment forte pour inonder certains d'entre eux. Conséquence, des véhicules en panne rendent la circulation plus difficile. Des concessions, bureaux et boutiques pleins d'eau. On ne peut que remercier qui nous a déjà préservés. En tout cas, nous a donné certains moyens pour pouvoir se arranger là-dessus, pour pouvoir récupérer tous nos affaires quand même en mettant sur nos lits et nos machins, pour qu'on puisse faire autre chose d'abord. On ne va pas donner des terrains aux gens sans faire. Il y a des gens qui contribuent, les zones ne sont pas viabilisées, il n'y a pas de fossé vraiment valable. Le dégât le plus important a été enregistré au 13e arrondissement à Yirimadiou. On ne peut plus parler d'archivage. En effet, c'est le principal mur au bord de la rivière qui a cédé. L'eau a atteint plus d'1 mètre de hauteur. Elle a été évacuée par l'équipe des sapeurs-pompiers avant l'arrivée de notre équipe. Mais les traces restent visibles. Les équipements bureautiques du commissariat sont partis en air. Des dégâts et le domicile et tous les bureaux ont été envoyés, tous les bureaux ont été saccagés. Si l'on pouvait délocaliser le commissariat même, c'est une bonne chose. Nous les avons aidés à évacuer non seulement les gens qui étaient encore coincés à l'intérieur, mais aussi de trouver un passage à l'eau pour diminuer le niveau de l'eau comme vous pouvez le voir. Toutes les inondations, que ce soit ici au 13e arrondissement au Mali, c'est le fait qu'il y a des constructions anarchiques. De Bozola à Adjo, en passant par Bougou et à Badalabougou, le constat est identique. 2 semaines après la forte pluie qui s'est abattue sur Bamako, voilà encore que l'eau fait des dégâts. Certes, pas de la ampleur. En tout cas, le problème n'est pas seulement naturel. Alors, la question que nous l'avons se poser est la suivante. Quel rôle doivent jouer les autorités et les habitants de la capitale pour que ce genre de situation qui met la vie des citoyens en péril ne se répète plus jamais? Voilà toute la question. Action de bienfaisance. La Fondation Orange Mali vient encore au secours des victimes des inondations dans le district de Bamako. Elle a fait don de denrées alimentaires, des vêtements et des fournitures scolaires d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA. Au cours de la cérémonie, un appui a été fait au service de la protection civile pour son bon fonctionnement. 22 tonnes de riz, 80 bidons d'huile, 9 tonnes et demi de sucre, du lait, des vêtements pour les administrés de la 4 et des fournitures scolaires pour ceux des 2 communes les plus touchées. Voilà le soutien de la Fondation Orange aux victimes des récentes inondations dans le district de Bamako. Ce qui est à noter, c'est notre deuxième cérémonie de mise. Il faut noter que la Fondation Orange Mali est intervenue depuis les premières heures de la catastrophe, suivant les pluies diluviennes que la ville a connues. C'était en commune 1. Cette fois-ci, nous faisons une remise encore plus importante pour les sinistrés des 2 communes. Ajoutez à cela des tickets de carburant, des dépôts de crédits de communication gratuits et des médicaments essentiels remis au service de la protection civile. Les bénéficiaires ne cachent pas leur satisfaction. La Fondation Orange a apporté un appui substantiel à la protection civile, renforçant du coup la capacité opérationnelle. Nous sommes très heureux et honorés de cette générosité de votre part. Depuis cette catastrophe, nous recevons des aides. Cela a permis de comprendre que nos concitoyens sont solidaires avec nous. Nous remercions le président, les ministres et tous ceux qui nous ont aidés.
Le ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la ville a remercié la Fondation Orange au nom du gouvernement avant d'indiquer que des mesures seront prises pour éviter de tels drames à l'avenir. Je voulais en même temps profiter de cette occasion pour réitérer la volonté des autorités nationales d'abord d'agir pour soulager les souffrances des populations, mais aussi réitérer ici la volonté ferme des autorités à faire en sorte que des catastrophes de ce type ne surviennent plus dans notre pays, parce que je pense que c'est le plus important. Cette donation entre dans le cadre du volet solidarité de première nécessité de la Fondation Orange. Je vous le disais en titre, il a offert 5 milliards de francs CFA. La somme servira à mettre en œuvre un projet prioritaire de développement afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations maliennes. La signature de l'accord du don a eu lieu ce matin au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. En plus des 16 milliards de francs CFA, la Chine envisage de construire 2 nouvelles écoles primaires à Bamako, Bourama Traoré. Pas de nuages dans les relations sino-maliennes. L'illustration, c'est bien la signature de cet important accord de don, à travers laquelle la Chine met à la disposition du Mali 16 milliards de francs CFA. Confirmation de la qualité de Pékin-Bamako. Notre gouvernement n'est aucunement surpris par ce nouvel effort financier que le gouvernement chinois vient de mettre à la disposition du Mali pour le financement des projets prioritaires qui seront identifiés et réalisés par le gouvernement du Mali pour l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Je puis vous assurer que toutes les mesures voulues seront prises en vue d'une utilisation rationnelle des fonds ainsi mis à notre disposition. En plus des 16 milliards de francs offerts au Mali, la Chine prévoit la construction de 2 nouvelles écoles primaires à Bamako. Le Mali recevra également dans les tout prochains jours une quantité importante de médicaments selon l'ambassadeur chinois. La Chine a accompagné le Mali dans ses périodes de difficulté et bien sûr l'accompagnera dans ses phases de reconstruction. C'est ainsi l'amitié entre nos deux pays qui conserve toujours la vigueur et la vitalité. Avec la formation du nouveau gouvernement, les relations sino-maliennes se trouvent dans un nouveau point de départ et seront portées à un palier plus élevé. De quoi assurer le ministre Zabi Ould Sidi Mohamed, la diplomatie malienne lève le voile sur l'assistance constante et appropriée de la Chine pour le développement économique et social du Mali. Je me réjouis de rappeler que la coopération entre le Mali et la Chine se porte bien. En témoigne sa présence permanente sur tous les chantiers de développement de notre pays. Aucun domaine de développement socio-économique du Mali n'a été négligé par la coopération sino-malienne, de l'industrie, la santé, en passant par l'agriculture, l'éducation, la sécurité, la communication et les infrastructures. La Chine a été également l'un des rares partenaires à ne pas suspendre sa coopération avec le Mali suite aux événements du 22 mars 2012. Comme dirait l'autre, on reconnaît ses amis dans les moments difficiles. Le monde des affaires, le président du collège transitoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et tous les opérateurs économiques dans le cadre de la tenue de la deuxième édition de la régionale de l'intégration de l'UEMOA prévue à Niamey au Niger du 13 au 20 décembre 2013. Une mission d'information et de sensibilisation de la Chambre régionale de l'UEMOA séjournera à Bamako du 15 au 18 septembre 2013. À cet effet, le président du collège transitoire invite tous les opérateurs économiques à prendre part à la rencontre de la délégation de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA le mardi 17 septembre 2013 à partir de dans la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Le Royaume du Maroc apporte à nouveau son soutien aux personnes malades. C'est dans ce cadre que 106 médecins marocains sont arrivés dans le pays. Il s'agit pour ces médecins d'installer un hôpital médico-chirurgical mobile en vue de soigner gratuitement les patients à Damakoudjo. 13 septembre 2013, 2 cargos militaires s'immobilisent à l'aéroport international de Bamako-Sénou. À leur bord, des médecins marocains et des équipements de santé. Le royaume chérifin apporte ainsi au Mali son soutien dans la
prise en charge gratuite des malades. Pour ce faire, les spécialistes de santé du Maroc vont installer dans notre capitale un hôpital médico-chirurgical de campagne. Des médecins de différentes spécialités, et je peux même vous donner un certain nombre d'exemples. Il peut s'agir de la médecine interne, les urgences, la pédiatrie, la gynécologie, l'obstétrique, la dermatologie, la traumatologie, la chirurgie viscérale, même la chirurgie dentaire, etc. Il y a aussi même les infirmiers qui sont spécialisés dans différentes matières. Et puis on a un laboratoire pour faire les examens biologiques. Il y a aussi un box de radiologie standard et un bloc opératoire. Il y aura aussi des salles d'hospitalisation, bien pour les mamans et les enfants, et aussi bien pour les adultes. Ça fait partie de la tradition de coopération et solidarité entre le Maroc et le Mali. Donc une coopération solide, basée sur une connaissance mutuelle, un respect mutuel, une histoire commune et bien entendu, Inch'Allah, un avenir commun. Le geste de Sa Majesté le Mohamed VI à l'endroit du Mali a été salué le ministre de la Santé. C'est un geste naturel, c'est un geste de haute signification, mais entre le Maroc et le Mali, ce dont aujourd'hui n'est pas la première par rapport aux événements que nous vivons. Le Maroc est venu en faveur des réfugiés du Mali et je pense que cet hôpital va être installé aujourd'hui même. Selon le ministre Koné, tout a été mis en œuvre pour que l'hôpital médico-chirurgical de campagne puisse recevoir ses premiers patients dès demain. Toujours dans le domaine de la santé, la population service international à travers sa branche PSI et ses différents réseaux, dont le réseau Profam, ambitionne d'offrir des médicaments de qualité à la population à moindre coût. C'est pour faire le bilan de ces activités qu'elle a organisé une cérémonie pour récompenser les meilleurs prestataires. Ali Jumatina. La population service international, la PSI, est une ONG présente dans 70 pays à travers le monde. Active dans le marketing social, la structure entend renforcer son partenariat public-privé. Œuvrant dans le domaine de la santé au niveau communautaire, PSI compte 74 réseaux qu'on appelle réseau Profam. Profam est un réseau de cliniques privées qui offre des produits de santé de qualité à moindre coût pour le bien-être de la population malienne. C'était une rencontre semestrielle, une rencontre de bilan entre PSI et les membres du réseau Profam pour faire le tour des problèmes rencontrés, des résultats réalisés. Également, il y avait une composante très importante, c'est la rencontre publique-privée. L'insuffisance de l'offre des services de santé en matière de reproduction peut avoir des répercussions sur la qualité de la vie de la population, par constituer au développement. C'est fort de ce constat que si Mali et le ministère de la Santé travaillent en étroite collaboration. Notre appel est la vérification de cette donnée, la validation du niveau local. Parce que normalement, on doit faire une validation au niveau local, au niveau des de santé avec l'ensemble des acteurs. On rentre au niveau des districts sanitaires et à la région et même au national. PSI Mali a mis à profit cette cérémonie pour consolider ses liens de partenariat et d'échange d'actions avec ses prestataires. Elle a récompensé les prestataires en offrant du matériel d'un coût d'environ 500 000 francs CFA. Parlons encore en 5e réunion handicap international a mis hier un important lot de matériel gynéco-médical et de moto-ambulances au district sanitaire du sac de Moabi. C'est un financement de canadienne pour le développement international. Reportage Jules Sambo Sissoko. Une carrière gynéco-obstétricale de SONU, 4 motos-ambulances. C'est la donation de handicap international au district sanitaire de Petit. Elle s'inscrit dans le cadre d'un projet de handicap international. Le projet d'assistance en matière de santé néonatale des femmes vulnérables, des enfants affectés par la crise humanitaire dans le district sanitaire de Mopti, pour un catalogue de santé financé par l'Agence canadienne pour le développement international et sa mise en œuvre est assurée par le consortium handicap international et l'ONG nationale santé et développement. Ce geste humanitaire vient renforcer l'effort des autorités sanitaires du Mali en matière de santé maternelle et néonatale. Nous saluons par l'œuvre de handicap
internationale dont le projet, on l'a dit, vise à renforcer le plateau technique des bénéficiaires du centre périphérique. Le ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Berger Essata Bengali, a été aujourd'hui une visite de prise de contact à la direction de l'Artisanat, une structure avant de se département. Sur place, le ministre a rencontré le personnel à qui elle a demandé de travailler à la valorisation de l'artisanat malien. Le nouvel ambassadeur du Mali, son Excellence Kouba Cissé, a été présenté hier au comité des ambassadeurs du groupe des 70 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. L'ambassadeur Cissé a exprimé la reconnaissance du peuple malien de la solidarité du groupe ACP durant la crise qu'a connue le Mali et marqué sa disponibilité à contribuer activement aux travaux du groupe Diallo. Lui souhaitons la bienvenue. Le président du comité des ambassadeurs a félicité le Mali pour le dénouement de la crise avec la tenue d'élections présidentielles jugées crédibles par l'ensemble de la communauté internationale. Son Excellence Kouba Cissé s'est dit touché par la solidarité du groupe et a remercié tous ceux qui de près ou de loin ont compati à la souffrance du peuple malien. Selon lui, l'heure est à la mobilisation des ressources promises dans notre pays à l'issue de la conférence de Bruxelles. Après avoir bénéficié de la solidarité de la communauté internationale au cours de la conférence des donateurs sur le Mali, qui s'est traduite par son engagement de contribuer à la constitution du pays à hauteur de 3 milliards 150 millions d'euros, le défi à présent est à la mobilisation de ces ressources. Et pour ce faire, nous comptons sur le soutien et l'accompagnement du groupe ACP, dont nous avons toujours apprécié le rôle de la résolution de la crise sans précédent que notre pays a vécu et qui vient de depuis lors. L'ambassadeur a enfin exprimé sa volonté de participer activement aux travaux du ACP à un moment où l'organisation mène des réflexions pour faire face aux nombreux défis, le changement climatique, l'insécurité alimentaire, les migrations, l'avenir du ACP et les accords de partenariat économique. Le doyen des ambassadeurs du groupe ACP se réjouit de l'expérience qu'il apportera au groupe et se déclare d'ores et déjà convaincu de sa participation significative dans la réalisation des objectifs du groupe ACP. En prélude à la tenue des élections législatives du 24 septembre 2013 en République de Guinée, les dites élections se tiendront dans la circonscription électorale de Bamako le 22 septembre 2013 de 7h à 18h. L'ambassade de Guinée au Mali a le plaisir d'informer les Guinéens vivant au Mali que les sont disponibles à la chancellerie à Maniambo-Kanou et au consulat à Medina Koura depuis le 11 septembre 2013. L'ambassade de Guinée informe tous les Guinéens à se présenter dans les deux centres pour le retrait de leur carte d'électeur en vue de librement leurs députés le 22 septembre 2013. Sur un tout autre plan, le Centre malien de la promotion de la propriété intellectuelle a organisé ce matin la 13e édition de la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Il s'agissait de rappeler toute l'importance de cette journée. Le thème retenu est la technologie de la propriété intellectuelle, facteur de diversification de l'économie. Compte rendu, Alpha Maïga. La propriété intellectuelle désigne la création de l'esprit. Là, il faut surtout retenir les innovations, les symboles, les œuvres littéraires et artistiques, noms, images, dessins et modèles utilisés dans le commerce. Et c'est pour magnifier davantage ce domaine qu'une journée y a été consacrée. La journée est organisée par le Centre malien de la promotion de la propriété industrielle. Le thème de cette 13e édition est la technologie et la propriété intellectuelle, facteur de diversification de l'économie. Cette diversification de l'économie devrait se traduire concrètement par la création de nouvelles sources de valeur qui sont des revenus qui vont être obtenus à partir de la transformation des ressources locales ou tout simplement par la célébration de la qualité de certains de nos produits à l'échelle internationale. Il faut signaler que c'est le 13 septembre 1962 à Libreville, au Gabon, que les chefs d'État africains et malgaches ont signé un accord, celui relatif à l'organisation africaine et malgache,
de la propriété intellectuelle. La maison d'Hadj informe les candidats au pèlerinage que les inscriptions pour l'accomplissement des formalités de voyage se poursuivent le samedi 14 septembre et le dimanche 15 septembre 2013 à la maison d'Hadj. Cet autre communiqué, le ministre de l'administration territoriale porte à la connaissance des pèlerins de la filière gouvernementale que le départ des pèlerins phase aller, initialement prévu du 25 au 27 septembre 2013, a été ramené du 22 au 24 septembre 2013. La crise qui a secoué le Mali n'a laissé personne indifférent. C'est pourquoi le mouvement arabe de l'Azawad et la coordination des mouvements des forces politiques de résistance ont décidé de conjuguer leurs efforts à travers une déclaration conjointe. Une rencontre avec les hommes des médias a eu lieu à cet effet. Reportage Abdul Karim Kaba. Le mouvement arabe de l'Azawad et la coordination des mouvements et forces politiques de résistance matérialisent leur alliance à travers cette conférence de presse. Cette union des deux mouvements a pris corps suite à l'accord de Ouagadougou le 13 juin dernier. Convaincus qu'en raison de la grande représentativité de leur communauté dans les régions nord, leur implication personnelle est indispensable à la résolution définitive de cette crise. Réaffirment leur attachement sans réserve à l'intégrité du territoire, à l'unité nationale et aux valeurs de la République. S'engagent à accompagner toute initiative nationale ou internationale tendant à assurer la sécurité de toutes les populations sans distinction, ni de race ni d'ethnie, et à recréer entre elles l'ère d'antan faite de partage, d'alliance, de fraternité. Aujourd'hui, il se trouve que tous les mouvements ont signé un accord à Ouagadougou. Cet accord respecte l'intégrité du Mali. Cet accord respecte la souveraineté du Mali. Nous n'allons pas continuer à regarder dans les rétroviseurs, dire on nous a fait ça ou on nous a fait ça. Nous voulons participer avec tous les Maliens à ramener tous les autres mouvements, quel que soit le mal qu'ils ont fait au pays. Nous voulons les ramener à la table de négociation et qu'ils facilitent la réconciliation nationale. Les intervenants tour à tour ont appelé les autres groupes à la paix et réconciliation nationale. Hors de nos frontières maintenant au Sénégal, l'ex-premier ministre Idrissa Seck et son parti Rewmi qui ont soutenu Macky Sall au deuxième tour de la présidentielle ont annoncé leur départ de la coalition présidentielle. De par ses critiques, Idrissa Seck a longtemps fait planer le doute sur son statut. Allié inconditionnel ou opposant au régime en place. C'est maintenant officiel, l'ex-premier ministre et son parti Rewmi, une des formations politiques qui ont soutenu Macky Sall au second tour de la présidentielle, ont annoncé leur départ de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. Après de larges discussions, le secrétariat national a décidé à l'unanimité que le parti Rewmi quitte la coalition Benno Bokk Yakaar. Le départ d'Idrissa Seck de la coalition au pouvoir n'a pas surpris grand monde. L'Alliance pour la République, le parti du président Macky Sall, tolérait de moins en moins les sorties médiatiques de l'ancien Premier ministre qui cache mal ses ambitions présidentielles. Il s'est toujours positionné en opposant, en adversaire, et je pense que personne n'a été surpris du retrait de Rewmi de la coalition Benno Bokk Yakaar. Abdoulaye Wade a été élu en 2000 parce qu'il a incarné l'opposition radicale contre Diouf. Macky Sall a été élu en l'an 2012 parce qu'il a incarné l'opposition radicale contre Wade. Donc, c'est ayant tiré les leçons de tout cela qu'il est parti suffisamment tôt pour incarner deux choses, une opposition radicale et une alternative pour 2017. Avec deux ministres dont le gouvernement et 10 députés au sein de la majorité à l'Assemblée nationale, Rewmi bascule dans l'opposition aux côtés de ses anciens compagnons du Parti démocratique sénégalais qui n'ont pas tardé à lui tendre les bras. En Côte d'Ivoire, les ministres en charge de l'environnement de l'espace CEDEAO viennent d'adopter un important document sur le plan de protection des forêts. Tenez-vous bien, l'Afrique de l'Ouest perd chaque année 900 000 hectares de forêt, un véritable gâchis.
Un plan de protection des forêts a été adopté jeudi à Abidjan par l'ensemble des ministres de la CEDEAO en charge de l'environnement. L'Afrique de l'Ouest perd 900 000 hectares de forêt par an et elle est particulièrement touchée par la désertification. Les coupes intensives de bois, le surpâturage et l'agriculture sur brûlis sont les principales causes du recul du couvert végétal en Afrique. Notre tissu forestier se dégrade à un rythme effrayant. On vous l'a dit, près de 900 000 hectares de forêt vont en fumée chaque année. On ne peut pas exploiter de façon anarchique les ressources naturelles, qui sont des ressources qui peuvent disparaître si on ne les gère pas de façon efficiente. La forêt est pour les populations une ressource en nourriture et en énergie. La disparition des forêts perturbe également le régime des pluies et raréfie la ressource en eau. Ce manque de pluie dégrade les terres agricoles et aggrave la désertification, un cercle vicieux qu'il est nécessaire de briser. La brousse que nous voyons, ce n'est pas seulement le bois. Il y a tout le contenu, il y a la faune qui fait l'objet d'agressions par les braqueurs, et par les braconniers, pardon. Et il y a les ressources en eau qu'on peut utiliser comme eau potable, protégée. Les sommes nécessaires à la mise en place d'une gestion durable de ces écosystèmes forestiers se chiffrent en dizaines de milliards de francs CFA. Toutes ces questions seront sur la table de la prochaine conférence internationale sur le climat qui débutera le 15 octobre en Namibie, en présence de la FAO et des bailleurs de fonds internationaux. Ici à Bamako, mobiliser les partenaires autour de son vaste programme de retour à l'école, c'est l'objectif d'une rencontre organisée ce matin par l'UNICEF. L'événement a regroupé, outre les responsables de l'éducation, les ONG partenaires et autres acteurs de l'école. Reportage Nando Dambélé. Les multiples crises auxquelles le Mali fait face depuis 2011 ont durement touché l'école. Ainsi, 22% des élèves et 43% des enseignants à Gao et à Tombouctou ont besoin d'appui en matériel didactique et pédagogique. C'est pour appuyer le gouvernement que l'UNICEF a initié cette vaste campagne intitulée « Les retours à l'école, le chemin de l'espoir ». Dans l'initiative globale de retour à l'école menée par le ministère de l'Éducation nationale, l'UNICEF concentre son action sur les enfants affectés par les crises. À cette fin, la campagne de retour à l'école de l'UNICEF cible 200 000 enfants au nord et 300 000 au sud, ce qui nécessite de grands moyens. Le petit déjeuner de ce matin avait pour objectif de mobiliser les partenaires autour de la campagne. C'est vraiment une urgence sur laquelle nous nous mobilisons et bien sûr on donne déjà aussi un petit coup de pouce sur demain parce qu'avant toutes les crises dont on a parlé, il y avait 1 200 000 enfants qui n'allaient pas à l'école avant. Donc c'est vraiment un nombre très très grand, difficile d'ailleurs de l'imaginer. Les actions visent l'amélioration de l'environnement scolaire par la mise à disposition de matériel didactique pour les enseignants et le bien-être des élèves en incluant des interventions liées à l'hygiène et à la sécurité alimentaire. Au sud d'abord, nous avons beaucoup de classes qui ont été mises à la disposition des sinistrés, des inondations qu'il faut faire évacuer. Et au nord, il y a le problème des enseignants, donc ils attendent leur prime pour rentrer. Donc il va falloir faire face à cette situation. Dans l'immédiat, il s'agit de créer la mobilisation sociale et de procéder à la diffusion de messages clés à travers différents médias sur l'ensemble du territoire, mener des activités liées à l'hygiène en milieu scolaire et aux cantines scolaires, distribuer du matériel à 500 000 enfants affectés par le conflit et de former 9 000 enseignants en appui psychosocial pour la consolidation de la paix et de la réconciliation. Voilà, après les enfants, parlons à présent de femmes. La directrice de ONU Femmes est en fin de mission au Mali. Pour lui rendre hommage, le ministère de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant a organisé une cérémonie de reconnaissance. Reportage Batraoré. Courtoisie, disponibilité et sociabilité sont des qualités reconnues en la présidente sortante de ONU Femmes selon ses proches. Ces qualités, sans doute, lui ont permis de mieux porter 3 ans durant la voix de la femme au Mali. Une telle mission accomplie à hauteur de souhait ne pouvait laisser indifférent le département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Grâce à votre dynamisme, à votre implication personnelle,
Le Mali, à travers mon département et la société civile, a bénéficié de l'écoute attentive des Nations Unies sur les violences exercées sur les femmes et les filles lors de l'occupation récente du Nord Mali par les groupes armés et les djihadistes. L'appui de toute l'équipe de ONU Femmes Mali, sous votre impulsion, a permis le relèvement du taux de participation des femmes aux 2 scrutins de l'élection présidentielle de 2013. Je voudrais, au nom du gouvernement de la République du Mali, au mien propre et au nom de l'ensemble des acteurs sociaux engagés dans la lutte pour l'égalité du genre, vous remercier infiniment. Près d'une dizaine de femmes ayant occupé des postes ministériels ont assisté à cette cérémonie d'adieu. Un témoignage assez éloquent pour reconnaître les mérites de Rachel Diagoné-Mia en fin de mission dans notre pays. Merci de votre amitié, de votre accompagnement. Et sachez une chose, le Mali m'a marqué à jamais. Dans ma jeune carrière d'international au niveau des Nations Unies, j'ai eu la chance de commencer par le Mali. Lors de la cérémonie, une attestation de reconnaissance et plusieurs cadeaux ont été offerts à cette amie du Mali. Nous parlons toujours de femmes à la cuisine. L'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, en partenariat avec le centre Awa Keita, vient de lancer la 2e phase du projet Gassanou, qui veut dire la valorisation de nos plats traditionnels. Les projets visent à créer des emplois pour les jeunes filles. Kayatou Kone. Gassanou est un projet qui consiste à mettre en valeur certains mets traditionnels maliens. Initié par l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, APEJ, ce projet vise à créer des emplois pour les jeunes filles en leur offrant des kiosques pour la vente des plats traditionnels. Après l'évaluation de la première phase qui a été un succès, l'APEJ et le centre Awa Keita ont recommandé la mise en œuvre de la 2e phase de Gassanou. À travers ce projet, notre pays fait le choix, si cher aux plus hautes autorités, de la valorisation des produits locaux, du transfert du savoir-faire technologique, de la satisfaction du marché et des consommateurs et une amélioration des prestations au niveau de la sous-filière de la petite restauration. J'ai été installée par l'APEJ en 2010 suite à la mise en œuvre de ce programme par l'APEJ et son partenaire stratégique. Je vais citer le projet BIT Baranissoron. Je puis vous assurer à ce jour que le projet a été très bénéfique pour moi, à plus d'un titre dans la mesure où j'ai pu créer 3 emplois. Je parviens à subvenir à mes besoins quotidiens. Je parviens également à aider mes parents. Toutefois, nous avons connu quelques difficultés, notamment un déficit de communication autour de ces projets et surtout l'absence d'électricité chez 5 bénéficiaires sur 6 de la première phase. Cette 2e phase, qui va accueillir 12 nouvelles jeunes filles, retiendra que les 6 meilleures. La directrice générale de l'APEJ a promis aux bénéficiaires de la première phase que leurs doléances seront prises en compte. Et pour montrer le savoir-faire des anciennes bénéficiaires, l'assistance a eu droit à un cocktail traditionnel. À noter que dans chaque commune du district de Bamako, un kiosque est fonctionnel pour les amateurs de plats traditionnels. Parlons à présent chiffres. Le budget prévisionnel de coopération Montreuil-Yélimane 2013-2015 se chiffre à plus de 610 millions de francs CFA. C'est du moins ce qui ressort de la séance de travail regroupée mardi dernier à Yélimane, une délégation de la mairie de Montreuil, compte rendu Noumou Kontaga. La coopération Montreuil-Yélimane a plus d'un quart de siècle d'existence. Une coopération qui a à son actif plusieurs réalisations dans le cadre du développement du secteur de Yélimane. Par cette visite donc, la maire de Montreuil, Mme Dominique Vanet, et sa délégation entendaient raffermir davantage ces relations fructueuses et amicales entre Montreuil et Yélimane. Beaucoup de travail a été fait, mais ce travail a subi un petit coup d'arrêt en raison de la grave crise à laquelle le Mali a été confronté ces dernières années. J'ai voulu venir personnellement à Yélimane pour acter l'énorme travail qui a été fait. Le séjour de la délégation a ensuite été marqué par plusieurs activités, notamment la visite de la maison de l'amitié Montreuil-Yélimane en rénovation, la visite du centre de santé de référence, la pose de la première pierre de la maison des femmes du cercle qui coûtera plus de 17 millions de francs CFA, la séance de travail autour du programme de coopération 2013-2015.
Ce programme, qui coûtera plus de 610 millions de francs CFA, sera axé sur des domaines prioritaires comme l'appui institutionnel, la santé, la promotion féminine, la lutte contre la désertification, l'appui à la création d'entreprises. Je suis aussi un président heureux de recevoir les partenaires qui ont vraiment travaillé dans beaucoup de domaines. Avec ce que nous venons d'entendre et de suivre, vous avez vous-même vu que ces jumelages coopération s'occupent de tous les domaines. À Kersiane Diafounou, Madame la maire a planté le premier arbre dans le cadre du lancement officiel du projet de lutte contre la désertification dans le Diafounou et le Kanyaga. Voilà des arbres plantés. Nous parlons encore environnement, promouvoir la plantation du jatofra par les paysans dans les régions de Ségou et Sikasso. Tel est l'objectif d'une concertation interpaysanne dont les travaux ont commencé dans la capitale des Balanza. Organisée par l'Agence nationale de développement des biocarburants et financée par le PNUD et le Fonds pour l'environnement mondial, cette rencontre de Ségou devra permettre l'utilisation de l'huile de jatofra comme biocarburant en milieu rural. Le jatropha ou pourguère, communément appelé bagani en bamanankan, renferme une potentialité en biocarburant. Pour mieux exploiter cette potentialité, l'Agence nationale de développement des biocarburants, à travers le projet jatropha, informe les paysans sur les conditions de réussite des plantations, la transformation des graines et l'utilisation des produits du pourguère. On pensait avant que le jatropha, il suffit de le planter et on le laisse et ça donne des graines. Tel n'est pas le cas. Nous voulons substituer une partie de nos hydrocarbures. Il faudra que cette plante produise convenablement et d'une manière rentable. Et pour cela, il faudra revoir toutes les expériences qui ont eu lieu pour guider les paysans. On a jugé nécessaire, sur la base des résultats de recherche, de leur apporter l'information pour la réussite des plantations. Nous pensons que ça peut leur permettre, non seulement qu'il y a un engouement très important pour le pourguère sur nos informations, nos partages d'idées avec les paysans. Nous pensons avec ça, ils vont mieux réussir leur plantation, ils vont avoir un meilleur taux de réussite. Une plus grande implication des paysans pour une meilleure exploitation des ressources de jatropha permettra à coup sûr de répondre aux besoins énergétiques locaux de nos populations. Face à la flambée du coût du pétrole et de son impact sur les économies des pays à travers le monde, nous assistons à un intérêt grandissant pour la promotion de la production des biocarburants. Au-delà de son huile extraite, la plantation du jatropha favorise la lutte contre les changements climatiques, la protection des sols et la fabrication du savon et autres produits cosmétiques. Les conséquences de la crise du Nord, en plus de la destruction des infrastructures de développement, du pillage des denrées de première nécessité, les occupants avaient détruit un important site de dépôt de pesticides liquides destinés à la lutte contre les criquets pèlerins et autres insectes nuisibles, des produits très dangereux pour l'homme. Il faut donc des mesures urgentes pour éviter tout désagrément. Daouda Zoumana Traoré. Le site en question, dénommé Sinbourgou en Tamashek, est situé à 6 km à l'est de Gao. Il servait jusqu'à un passé récent de dépôt de pesticides destinés à la lutte contre les criquets pèlerins et autres acridiens en cas d'invasion et de dépôt de transit aux emballages de pesticides en voie d'être acheminés en Europe pour leur destruction. Ces produits en liquide hautement toxiques ayant été découverts par les occupants ne pouvaient être sous leurs yeux de profanes qu'un stock d'hydrocarbures. C'est pourquoi ils ont transporté des centaines de fûts et de bidons remplis de pesticides dans plusieurs zones de la région. Après avoir su la réalité, ils les ont abandonnés ça et là. Et certaines personnes ont recueilli ces récipients avant de les utiliser à des fins personnelles. Tels sont quelques constats faits par la mission dépêchée sur ce site. On peut dire qu'il y a un danger parce que d'autant plus qu'on a constaté même des emballages vides de ces pesticides-là avec la population. Donc, même si ce n'est pas à l'immédiat, au fil du temps, vraiment, ces gens-là peuvent courir un danger. La zone qui a connu ces différentes opérations est un oued, où l'on cultive et pratique de l'élevage. Des milliers d'animaux y consomment la terre salée et y broutent l'herbe. C'est aussi un point de ravitaillement de la nappe phréatique par le biais des eaux de ruissellement. Toutes choses qui font de ces produits une menace à court, moyen et long terme pour la population et les animaux, d'où la nécessité de prendre le taureau par les cornes. C'est un risque vraiment environnemental.
aussi bien pour les arbres et les pâturages qu'on a, aussi bien pour les cultures qu'on a, les poissons, l'eau, etc., etc. Ce site a également reçu les bombardements de l'armée française dans le cadre de la reconquête, déversant le restant du stock et éparpillant les emballages des pesticides obsolètes. Les premières tentatives de recherche de solutions n'ont pour le moment pas abouti. On était parti voir la mer en question où les gens ont pensé qu'il y avait eu assez de morts de crapauds tout autour au niveau de la mare. Donc cela ne nous a pas empêché quand même de prendre quelques échantillons de la zone de ruissellement. Ça c'est le sol qu'on avait pris une portion. Au niveau de la mare aussi, on a pris à peu près un demi-litre de l'eau et quelques jeunes de pousses aussi, quelques échantillons qu'on a envoyés à notre direction nationale pour analyse. Et jusque-là, on ne nous a pas fait signe. Les quantités de produits touchés par ces manœuvres sont estimées à plus de 700 000 litres et de plusieurs qualités, toutes dangereuses, c'est-à-dire mortelles à tout point de vue. On avait le disban de 140 grammes ILV, on a fait le chlorpyrifos et le diflubenzuron. C'était les 3 produits qui étaient stockés dans les magasins. C'était pour la lutte anti-acridien. Avant de trouver des stratégies de dépollution et de décontamination des zones concernées, on doit commencer par arrêter l'utilisation de nombreux bidons et fûts de ces pesticides qui servent à transporter de l'eau dans des familles. Retour ici à Bamako, la compagnie Air Côte d'Ivoire a ouvert sa représentation ici à Bamako. Cette agence vise à rapprocher davantage la compagnie de ses passagers. La cérémonie d'inauguration de l'agence a enregistré la présence des membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités. Mohamed Diarra était sur place. L'événement est certes anodin, mais très important pour le trafic aérien. La compagnie Air Côte d'Ivoire s'installe dans la durée au Mali à travers l'ouverture de son agence à Bamako. L'ambition des responsables de la compagnie est de bâtir une compagnie pérenne et rentable au service des passagers. Et pour ce faire, les atouts ne manquent pas selon les responsables de la compagnie. L'implantation d'Air Côte d'Ivoire dans notre pays donne confiance aux autorités maliennes qui incitent d'autres compagnies à lui emboîter le pas. Notre première mission, c'est le désenclavement intérieur et extérieur du pays. Et si cette compagnie arrive chez nous, elle vient à point nommé, d'autant qu'avec la Côte d'Ivoire, nous partageons des relations très anciennes, des relations séculaires, des relations culturelles. C'est le même pays. C'est dire que si notre pays frère, la Côte d'Ivoire, a une compagnie chez nous, c'est la compagnie du Mali. Et cette compagnie, on va veiller sur elle ici. Cette cérémonie a été suivie d'une conférence de presse, conférence au cours de laquelle les hommes des médias ont eu des informations supplémentaires sur la compagnie, surtout sa relation avec d'autres compagnies de la sous-région. Et c'est autour d'un cocktail que les convives ont salué l'implantation de la nouvelle compagnie dans notre pays. On va souffler en musique. L'artiste et son art, je vous le disais en titre, Modibo Diarra est un artiste instrumentaliste. Bébel, comme ses amis aiment l'appeler, est aussi un ancien sociétaire du Super Buton national de Sékou. Malgré son âge avancé, aujourd'hui, Modibo Diarra, Bébel, reste encore accroché à la musique. Notre équipe de reportage s'est intéressée à ce patrimoine artistique. Modibo Diarra, un nom, un instrument, une voix honorée chez nous. Il s'appelle Modibo Diarra dit Bébel, un artiste et instrumentiste qui a su marquer son temps. L'homme est d'une remarquable habileté dans la pratique du clavier en musique. Ancien sociétaire du Super Buton, de 1973 à 1992, Modibo Diarra, du temps qu'il a passé à l'orchestre régional de Ségou, tout comme les autres sociétaires, était animé d'un sens élevé du patriotisme et du dévouement pour la cause nationale. Un engagement qui a permis au Super Buton de Ségou de remporter plusieurs fois le titre de meilleur orchestre régional. Après la biennale de 1976, plus précisément en 1978, le Super Buton fit sa nationale. Je suis marié, j'ai 8 enfants et 14 petits-enfants, dont la plupart sont là. J'ai toujours fait la musique parce que j'ai fait l'INA. J'ai enseigné la musique avant de la pratiquer. Quand j'étais muté à Ségou, l'orchestre avait un piano mais n'avait pas de pianiste. Donc quand je suis venu, j'ai été le pianiste du Super Buton depuis 1973. Depuis 1992, quand le Super Buton a subi un effritement en son sein, Modibo Diarra Bébel, fidèle à son clavier, va commencer une carrière solo et intervient plus souvent pour les sonates dans les cinémas et autres. J'ai déjà fait la musique de 2 films même, Les Rois de Ségou, première et deuxième saison. Je fais les jingles, j'ai fait beaucoup de jingles pour leur thème. D'abord sa sagesse,
en dehors même du cadre musical, un rassembleur et un grand organisateur. Il joue un grand rôle, aussi bien dans le passé que dans le présent. Monsieur Bébel est un homme serein, et travailleur, et courtois, et sincère et puis franc envers tout le monde. Surtout nous, ses jeunes frères, ils nous conseillent beaucoup. Il s'entraînait la nuit. Quand je dormais, ça ne m'empêchait pas de dormir. Il avait un piano à la maison. Il a beaucoup œuvré dans la réussite de Superbiton parce qu'il a mis au service de Superbiton son talent. À 65 ans, Modibo Diarra reste encore actif sur la scène musicale puisque les charges de la vie et de sa famille ne lui donnent plus le choix. Nous sommes au début du week-end et Modibo Diarra Bébel va animer dans le jardin du centre culturel Merouba. Ici, ceux de la même génération que lui se retrouvent pour y revivre le bon vieux temps. Voilà, Bébel, une mémoire vivante de la culture malienne. C'est sur ces notes que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous avez rendez-vous à 13h avec Mohamed Touré pour la grande édition du soir. Retrouvez Ibrahim Djombele. Beaucoup de pluie ce matin sur Bamako et ce soir même. Et le ciel reste chargé de nuages. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.